Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Je suis Agatha Jacquens, je travaille à l'IFCE en tant qu'ingénieure de développement, donc chargée de projet en lien avec l'environnement et le développement durable de la filière équine. Et aujourd'hui, je vous propose de voir le panel des atouts environnementaux des équidés au sein de la filière équine et fait vis-à-vis des enjeux environnementaux. Sans plus attendre, oups, je vais vous montrer la fin avant le début. Je vais enlever ma caméra pour économiser un peu de bande passante. Donc, quels sont les atouts environnementaux des équidés? Je vous présente donc le sujet dans cette webconférence. Avant de commencer, donc rapidement, voici le sommaire de la webconférence qui va suivre. Nous allons parler du contexte du changement climatique, les atouts qui sont inhérents à la nature des équidés, les atouts en lien avec l'utilisation des équidés, l'occupation du territoire et les conclusions. Je tenais à aussi souligner que ce projet-là, cette webconf, s'inscrit dans le projet Contribution environnementale des équidés de la parcelle à l'Europe, dont un des objectifs était de centraliser les résultats des études scientifiques dans la bibliographie scientifique concernant ces sujets-là. Donc, quelques mots de contexte. Je vais vous parler donc du changement climatique qui est lié à l'effet de serre. Donc, très rapidement, qu'est-ce que l'effet de serre? C'est un effet qui existe naturellement sur Terre, et qui permet de garder une température permettant la vie. Mais le réchauffement a pour cause la présence de gaz dans l'atmosphère qui vont renvoyer les rayons du soleil vers la Terre, dont le nom d'effet de serre, au lieu de les laisser repartir en dehors de l'atmosphère. Et finalement, plus la concentration de ces gaz est importante dans l'atmosphère, plus celle-ci se réchauffe. Et on assiste aujourd'hui à une augmentation très nette et rapide des émissions de ces gaz à effet de serre depuis l'industrialisation, donc depuis 1850, et donc à un dérèglement du climat car l'atmosphère se réchauffe. C'est ce que présente le graphique en haut à droite que vous voyez, qui est donc la température moyenne annuelle et surtout son écart par rapport à la référence entre 1961 et 1990. Et on peut voir finalement que depuis les années 90, la température augmente plus, enfin il y a une accélération de l'augmentation de la température. Ce changement climatique aura des conséquences sur la filière équine au travers de la perturbation des paramètres bioclimatiques. Donc là, on parle de pluviométrie, de la température de l'air, etc., qui ont un effet direct sur les performances et le bien-être animal. Donc on peut parler de la gestion de la chaleur et de l'effort, les dérèglements des saisons, etc., qui font qu'il y a un effet direct sur le bien-être animal et sur les performances. Plus indirectement, les paramètres bioclimatiques qui sont perturbés influent sur les ressources alimentaires. Donc ici, sur la gauche, vous avez une carte de la France ainsi que des rendements des prairies permanentes au 20 novembre 2022, donc l'année dernière, par rapport à la moyenne de la période entre 1989 et 2018. Donc on peut voir que plus la zone est rouge, plus le déficit est sévère. Et l'année dernière a été particulièrement sévère pour vis-à-vis des rendements des prairies. D'un autre côté, les paramètres bioclimatiques ont aussi un effet sur l'environnement sanitaire, et c'est assez important, et pas à négliger, parce qu'il y a une éventualité que des espèces nocives pour le cheval émergent. En effet, le changement climatique modifie l'aire de répartition des espèces, qu'elles soient nocives ou pas d'ailleurs, et ces pathogènes peuvent apparaître dans des endroits qui avant n'étaient pas viables pour eux. Et donc on a ces problématiques plutôt sanitaires qui sont dont les vecteurs sont par exemple les tiques que vous pouvez voir là, ou par exemple le moustique tigre qui est vecteur de pathogènes. Si vous voulez en savoir plus sur les conséquences du changement climatique sur la filière équine, je vous propose de voir le podcast, d'écouter le podcast que nous avons sorti il y a quelques mois, qui rentre plus dans le détail sur ce sujet. Mais la webconférence d'aujourd'hui s'intéresse plus particulièrement aux effets de la filière équine sur le changement climatique ou sur son environnement. On sait bien que la filière équine impacte négativement l'environnement et renforce le changement climatique via, par exemple, l'alimentation ou le transport des animaux. Mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les contributions dites positives qui, elles, vont atténuer le changement climatique, voire même qui permettent à la filière équine de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc je vous propose aujourd'hui de voir le panel finalement de ces contributions positives, tout en gardant en tête que bien sûr nous allons voir quelques impacts négatifs qui sont le revers de la médaille finalement des contributions positives. En premier lieu, donc, la revue de littérature nous a permis de regrouper tous les atouts qui sont inhérents à la nature même des équidés.
Et première caractéristique, vous le savez tous, c'est que les équidés sont des herbivores et ils valorisent des prairies. Cette valorisation des prairies a deux impacts positifs. D'un côté, des impacts sur la biodiversité sauvage et de l'autre sur le stockage de carbone. Les études donc montrent que le cheval a un mode de pâturage spécifique, c'est-à-dire qu'il va pâturer l'herbe rase. Il consomme d'une manière hétérogène la végétation. Il y a des places de grattage, des places de piétinement ponctuelles, et il a un niveau d'ingestion élevé de matière sèche. Conséquence globale de tous ces facteurs, c'est qu'il y a une hétérogénéisation du couvert végétal. Donc derrière ce mot un peu compliqué, on a tout simplement des zones surpâturées, donc avec peu de biomasse, peu de production, des feuilles plutôt jeunes, mais peu de reconstitution de réserve de l'herbe parce que le système racinaire est affaibli, et une sélection d'espèces à port prostré et à stratégie d'évitement du pâturage. Donc c'est des espèces très spécifiques à ce type d'écosystème où l'herbe est plutôt rase. D'un autre côté, comme vous le voyez sur la photo, il y a des zones de refus où les chevaux vont concentrer leur déjection, où il y a une forte accumulation de biomasse via justement ces déjections, une baisse de la qualité, mais un enrichissement local en fertilisants, et une forte compétition pour la lumière. Donc il y a une sélection des espèces qui sont de grande taille, parce que dans ces zones-là, il y a beaucoup d'ombre, et finalement les espèces végétales qui s'en tirent le mieux, c'est celles qui sont les plus hautes. Donc comme vous pouvez le voir, finalement, le pâturage équin permet de maintenir des écosystèmes variés au sein d'une même parcelle, et c'est ça qui est bénéfique pour l'environnement, parce que des espèces peuvent tirer profit des différents types d'écosystèmes qui sont créés. Par contre, on va garder en tête le côté négatif, c'est-à-dire que si la prairie est mal gérée, on peut avoir un développement des refus, une dégradation de la flore en cas de surpâturage et de mauvaise gestion. C'est là où il faut garder à l'esprit l'équilibre finalement entre la volonté d'avoir une biodiversité sauvage riche, donc des écosystèmes très variés, et le rendement de la prairie et une production de fourrage. On parlait donc de la biodiversité sauvage, mais il y a aussi donc au sein d'une prairie un élément très important qui est le stockage de carbone. Donc une prairie permanente est un stock de carbone. On a environ entre 60 et 70 tonnes de carbone par hectare, principalement stockées dans la terre. Comme vous pouvez le voir sur la petite figure en bas, on a les mêmes taux dans une forêt. Donc c'est tout aussi important d'avoir ces deux types d'écosystèmes, enfin d'agro-écosystèmes, pour garder un stock de carbone important qui permet une bonne qualité du sol. La prairie, elle peut en plus en stocker jusqu'à 212 kg par an. En fait, si on ne change pas les modes de culture, donc si on n'artificialise pas la prairie ou si on ne la met pas sous culture, si on garde une prairie permanente, tous les ans, il y a 200 kg qui sont stockés dans la prairie et notamment dans le sol. D'où l'importance de garder des prairies pour les herbivores, en plus des forêts, bien entendu. On parle de stockage de carbone qui est important parce que il faut bien souligner que l'agriculture est le seul secteur qui permet aujourd'hui de stocker du carbone d'une manière naturelle, enfin via les processus naturels. Et les équidés, autre chose, en plus d'être des herbivores, ils ne ruminent pas, au contraire des bovins ou des ovins. Et via cette rumination, il faut savoir qu'il y a émission de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre assez important à prendre en compte parce qu'il a un pouvoir réchauffant 25 fois supérieur que le CO2. Donc en fait, quand il y a 1 kg de méthane qui est émis, c'est comme s'il y en avait eu 25 kg de CO2. Autre paramètre important, le méthane disparaît de l'atmosphère, enfin il se détruit au bout de 10 ans, là où le CO2, il faut un siècle pour qu'il disparaisse de l'atmosphère. Donc en fait, les leviers qu'on va mettre en place pour diminuer le méthane dans l'atmosphère aujourd'hui auront un effet beaucoup plus rapide que si on émettait moins de CO2. Je reviens aux chevaux. Donc les chevaux sont des herbivores qui ne ruminent pas, mais qui émettent quand même du méthane via la digestion de l'herbe. Ça, c'est un processus naturel. Mais ils en émettent beaucoup moins qu'une vache laitière ou un autre bovin, comme vous pouvez le voir dans la première colonne de ce tableau. Nous avons fait l'estimation en fait pour savoir quelle est à peu près la quantité de méthane émise par les chevaux pour la population globale des chevaux en France, des équidés, et on tombe entre 12 et 22 tonnes de méthane par an pour toute la population équine, ce qui est, comme vous pouvez le voir et le comparer par exemple aux bovins, beaucoup moins que ces dits bovins. Donc ça, c'est un atout quand même à garder en tête. Par contre, même s'ils ne ruminent pas et ils émettent moins de méthane, ils peuvent être source d'autres
d'émissions d'autres gaz à effet de serre, notamment le CO2. Et ça, c'est plus indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas le cheval directement qui émet du CO2 qui peut être qui est problématique, c'est finalement l'utilisation qu'on fait et notamment les événements. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a 2 études qui se sont penchées sur des événements équestres et qui ont tenté d'estimer la quantité de CO2 émise indirectement via notamment le transport des concurrents, des accompagnateurs et des chevaux. Donc on a les finales nationales des jeunes chevaux d'endurance à Uzès en 2013 et le concours complet du Lion d'Angers en 2016. On a pris en compte aussi les spectateurs et on est à 160 tonnes équivalent CO2 pour l'endurance et 2000 tonnes équivalent CO2 pour le Lion d'Angers, ce qui est assez important. Et aujourd'hui, nous menons des études aussi pour estimer quelle est la part finalement de ces émissions pour approfondir nos connaissances et être un peu plus précis. Et notamment, là, vous voyez un camembert où on a tenté d'estimer sur un échantillon de 40 structures quelle est la part, par exemple, de la fermentation entérique dans les émissions totales. Comme vous pouvez le voir ici, on est à près d'un quart des émissions totales qui sont dues à la fermentation entérique, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au bovin, où ce même camembert, la fermentation entérique prend la moitié. Mais au contraire des bovins, par exemple, les céréales achetées, la paille achetée et le fourrage acheté sont responsables de près de 50% des émissions totales. Donc aujourd'hui, on va mener des études pour voir comment rendre plus petite cette part du camembert pour diminuer l'impact des chevaux sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons vu donc que les chevaux sont des herbivores qui maintiennent des prairies, ils sont source d'émissions de gaz à effet de serre ou de moindres émissions de méthane. Mais chose aussi qui est importante à prendre en compte, liée à la nature même des chevaux, c'est le fait qu'ils fassent partie d'une espèce qui présente une riche diversité des races. Donc on renoue un peu avec l'histoire de la biodiversité sauvage, c'est-à-dire qu'il est important de garder en tête que les chevaux au sein d'une même race peuvent avoir une diversité du pool génétique intéressante qui permet d'être résilients face à des perturbations. D'où le petit schéma à gauche où on a en fait des chevaux, un troupeau de chevaux qui a une faible diversité du pool génétique, où il n'y a qu'un seul cheval qui présente une résistance à une maladie X, et les autres qui sont homogènes d'un point de vue génétique et qui sont eux tous sensibles. Et imaginons que dans le futur, il y a effectivement un moustique tigre qui amène une maladie X, et bien finalement la population de ces chevaux-là va disparaître à la prochaine génération parce qu'il n'y a qu'un seul cheval qui reste. Au contraire d'une race, imaginons, qui a une forte diversité du pool génétique, donc une diversité génétique importante, où on a des chevaux qui sont toujours sensibles, mais d'autres qui sont résistants via en fait un brassage génétique hétérogène. Et en fait, la population persiste, même si la perturbation, qui est ici la maladie X, arrive. Donc en fait, on parle de diversité des races intraraciales, où il est important d'éviter la consanguinité et d'avoir un pool génétique très diversifié. Donc on parle de résilience intraraciale. D'un autre côté, ce qui est aussi très très important et est un gros atout pour la filière équine, c'est qu'on a une diversité interraciale, donc entre chaque race, que ça soit, on a des chevaux de trait, des chevaux de selle, des poneys, etc., qui eux sont plus ou moins adaptés à leur climat où ils évoluent aujourd'hui, mais il est important de garder des cartes en main pour pouvoir effectivement adapter la filière équine à des perturbations futures, maladies, changements climatiques, changements d'utilisation, etc. Donc avoir autant d'animaux différents morphologiquement, génétiquement, etc., c'est autant de réponses qu'on a aux évolutions futures. La troisième partie va parler de l'utilisation des équidés. Donc effectivement, on a parlé de tout ce qui a trait à la nature même des chevaux et des ânes. Et maintenant, cette partie-là va parler de leur utilisation spécifique, et notamment des études qui se sont penchées sur la traction équine, où effectivement, ces études-là relient, ou du moins définissent la traction animale comme source d'énergie renouvelable, parce qu'au sens strict, finalement, les chevaux valorisent de l'herbe, qui est issue de la photosynthèse, donc de la lumière et de la croissance des végétaux. Donc au sens strict, effectivement, les chevaux valorisent de la biomasse renouvelable. Ces chevaux et ces ânes sont utilisés en zone arable, plus particulièrement en viticulture et en maraîchage, en foresterie et en traction urbaine. Et certaines études ont comparé, via des analyses de cycle de vie, des travaux agricoles et de la foresterie euh, faites par de la traction animale ou en utilisant des machines thermiques.
Et on peut voir que la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un engin motorisé thermique pour le même travail par rapport à la traction animale est très importante. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que le cheval est adapté seulement à des travaux spécifiques, donc dans des milieux spécifiques. Donc on parlait de viticulture, maraîchage, on n'imagine pas un cheval pour le moment dans des grandes cultures, quand on le compare avec des machines thermiques. Il faut garder en tête aussi qu'il faut entretenir le cheval à l'année, au contraire d'une machine qu'on peut allumer ponctuellement et voilà, donc ponctuellement par rapport à un cheval. Il faut aussi prendre en compte la préparation du cheval qui est plus longue que celle d'une machine. Enfin, il faut le débourrer, l'entretenir, etc. Et gros point, les déplacements du cheval et de l'équipement jusqu'au chantier doivent être pris en compte aussi parce que même si les études prennent en compte uniquement le travail en tant que tel du cheval, bien sûr, il présente des bons points, des points positifs par rapport à la machine. Le fait de le déplacer sur des kilomètres peut ici effectivement contrebalancer des points positifs qui sont la maniabilité et la précision du cheval par rapport à une machine. Par exemple, en viticulture, pas mal de vignerons disent qu'ils peuvent faire beaucoup plus attention aux pieds de vigne quand ils utilisent le cheval. Le cheval compacte moins les sols parce qu'il est moins lourd que les tracteurs. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, ça on en a parlé. Et d'autres externalités que ne possèdent pas les machines, c'est-à-dire que le cheval fournit de l'engrais organique à la parcelle qui va le nourrir, donc on boucle le cycle des nutriments. Il va pâturer, il est vecteur de sensibilisation, etc., etc. Je renvoie à la première partie de cette webconférence. Et surtout, les études soulignent qu'il est nécessaire de voir la complémentarité possible avec d'autres sources d'énergie. Il n'est pas question en fait d'opposer la traction animale avec les autres types d'énergie. Il faut trouver des complémentarités. C'est là où on trouvera le meilleur équilibre entre les côtés négatifs et les côtés positifs. Donc, par exemple, l'utilisation d'aides électriques pour la traction ou d'autres outils voilà, électriques ou pas dans certains types de travaux. En plus de la traction équine, un autre type d'utilisation a été mis en avant dans les études que l'on a trouvées, c'est le tourisme équestre et équin, que je vais vous présenter sous forme d'un petit schéma. D'abord, des impacts plutôt globaux positifs de l'itinérance à cheval, c'est l'utilisation des races locales adaptées au milieu et à l'usage. Donc là, on reboucle avec la biodiversité domestique, etc., dont on a parlé tout à l'heure. On peut penser à tous les circuits liés à un terroir où on utilise des chevaux qui viennent de ces terroirs-là. Les chevaux perturbent moins la faune que les engins motorisés via le bruit ou les vibrations. Et certaines études montrent que le cheval sensibilise à la sauvegarde de l'environnement, des paysages, du terroir et des spécificités territoriales, dont les races locales là aussi, ce que ne font pas les machines. Plus globalement, quand on s'est penché sur le tourisme équestre, voici certains facteurs qui peuvent influer sur l'environnement qu'on a trouvé. Il y a des côtés positifs et négatifs pour chacun. Le chargement élevé a été relevé notamment pour les endroits où on stationnait pour manger ou pour dormir, ou les randonneurs stationnés, qui peuvent avoir pour conséquence le surpâturage de ce lieu-là ou la compaction du sol, parce qu'il y a beaucoup de chevaux au même endroit, qui peuvent avoir comme conséquence la dégradation de la flore et une érosion du sol. Par contre, le passage répété des chevaux sur des sentiers peut d'un côté effectivement compacter le sol, plus qu'un randonneur ou un cycliste, mais par contre permet de maintenir des sentiers non artificialisés, au contraire des pistes cyclables par exemple. Donc il y a un côté positif dans la randonnée équestre. D'un autre côté, des études mettent en avant le danger de la surconcentration de crottin, notamment proche des cours d'eau, où finalement certaines études relèvent la nitrification des cours d'eau, donc finalement la pollution de la qualité de l'eau si des crottins sont déposés trop près des cours d'eau dans des endroits naturels. Donc on a ici un impact plutôt négatif. Et enfin, le cheval, via l'itinérance, transporte des graines, que ce soit via son pelage, via le matériel qu'il porte ou le crottin aussi. Ce qui a des côtés positifs, parce que ça permet d'enrichir des milieux pauvres floristiquement, donc il contribue tout comme d'autres mammifères voilà, au dépôt de graines dans des milieux pauvres. Mais par contre, il y a un risque, c'est l'apparition d'espèces invasives. Voici les deux utilisations principales que nous avons rencontrées dans la bibliographie. Et enfin, nous avons aussi vu que la bibliographie soulevait la question de l'occupation du territoire. Donc on l'a mis un peu à part parce que ce n'est ni une utilisation ni la nature même des idées, mais un peu entre les deux.
On a retrouvé que les équidés présentent des spécificités parce qu'ils sont présents sur des territoires très variés, comme par exemple les zones urbaines et périurbaines, où les côtés positifs, c'est l'occupation et l'entretien des zones transitoires abandonnées par l'agriculture et pas encore gagnées par l'urbanisation. Les chevaux sont souvent les derniers grands herbivores sur ces endroits-là. Donc il y a un lien entre l'urbain et le rural, une plus-value pour le paysage et la création d'emplois. Par contre, vous le connaissez certainement, c'est le risque de surconcentration d'équidés avec des risques de piétinement, de surpâturage, de lixiviation d'azote et de phosphore, et les conflits liés à la gestion du fumier, d'odeurs, d'insectes, de sécurité et l'accès aux fonciers. Les chevaux sont aussi présents dans les zones rurales et des études montrent qu'ils permettent d'occuper des espaces délaissés par l'agriculture, car les parcelles sont parfois trop petites ou de moindre qualité, et notamment en zone de montagne où justement des agriculteurs utilisaient des chevaux pour les parcelles qui étaient trop petites pour éviter l'enfrichement des terres. Les chevaux permettent une diversification des productions et présentent des complémentarités avec d'autres productions, notamment avec le pâturage mixte, par exemple ici sur la photo des bovins. Mais en zone rurale, on a les mêmes problèmes d'accès aux fonciers, surtout où d'autres activités sont prépondérantes comme les grandes cultures, et un problème d'acceptation au sein de la profession agricole dans certains territoires. Enfin, les chevaux et les ânes sont présents en zone sensible, et où ils entretiennent des zones non arables, difficiles à mécaniser, où ils permettent de maintenir une activité agricole, une biodiversité naturelle, et ils sont complémentaires à d'autres productions, notamment les bovins. Je pense par exemple à la Camargue, avec les chevaux et les taureaux, et les marais, qui sont un exemple qui rentre bien dans cette catégorie-là. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la filière équine joue un rôle dans le changement climatique. Elle va le renforcer via des impacts négatifs, donc elle contribue au changement climatique, mais elle a aussi des atténuations possibles via les contributions positives, qui sont variées mais aussi spécifiques, c'est ce qu'on a vu dans la webconférence, qu'il est aujourd'hui nécessaire de promouvoir, mais toujours en gardant en tête la nécessité de diminuer, voire supprimer les effets négatifs dont on a parlé. Et pour aller plus loin, donc je vous ai parlé du projet Contribution environnementale des équidés de la parcelle à l'Europe. On a centralisé tous les livrables de ce projet-là sous forme de divers supports, des fiches synthétiques, des posters, la webconf, des podcasts, etc., que vous retrouverez sur le site ou dans le chat, donc où vous aurez l'URL qui va être publié. Mais je vous invite aussi à me rejoindre le 14 mars 2023 pour la webconférence qui va présenter cette boîte à outils où je vais vraiment vous montrer tous les livrables qui existent, comment les utiliser, comment les promouvoir, etc. Donc je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions.